Il y a des villes qui vous mangent. Pas d'un coup, pas violemment. Comme le lagon mange le sable, millimètre par millimètre, sans bruit, sans témoin. Jusqu'au jour où vous regardez derrière vous et il n'y a plus de rivage. Cotonou est cette ville-là. Elle ne dort jamais vraiment. Même à 3 heures du matin, quand la chaleur moite colle au corps comme une deuxième peau, quelque chose bouge toujours dans ces ruelles. Un bébé qui pleure. Un générateur qui tousse. Une femme qui prie à voix basse en attendant que son mari rentre. Cotonou ne dort pas. Elle veille. Sur ses enfants, sur ses secrets, sur ces dieux anciens qui n'ont jamais vraiment quitté les rives du lagon. Le quartier de Zongo Bateau vivait au bord de cette frontière, entre la ville moderne qui grondait vers le nord et l'eau sombre qui murmurait au sud. Un quartier qui n'existait sur aucune carte officielle, mais que tout le monde connaissait. Les rues n'avaient pas de nom, seulement des repères. Après la boutique de Baba Moussa. Avant le grand fromager. Là où la femme de Kossou fait sécher son pagne le dimanche. C'est ainsi que les gens de Zongo Bateau se retrouvaient. Pas par les adresses. Par les visages. C'est dans ce quartier qu'Adaès Zinsou vit le jour. Sa naissance avait été annoncée par un signe que les anciens n'oublièrent jamais. Cette nuit-là, en pleine saison sèche, il plut. Une pluie courte, précise, qui tomba uniquement sur la concession de la famille Zinsou, comme si le ciel avait décidé de bénir ce seul carré de terre. Les voisins sortirent sur le pas de leur porte, regardèrent leur toit sec, regardèrent la pluie qui tombait à 10 mètres d'eux, et gardèrent le silence. Les vieux hochèrent la tête. Cet enfant est marqué, dirent-ils. Elle appartient à 2 mondes. Son père, Dossi Zinsou, était guérisseur traditionnel. Pas un charlatan, pas un homme de l'ombre. Un homme de connaissance, de plantes, de prières mêlées. Il soignait les fièvres. Et les chagrins, les os cassés et les cœurs brisés. Les gens venaient de loin avec leurs maux, il les renvoyait avec des remèdes que la science n'expliquait pas, mais que les corps reconnaissaient. Il priait aussi, debout face à l'aube, en fon et en français, comme si Dieu comprenait les 2 langues, ce dont Dossi Zinsou était certain. Il mourut quand Adaès avait 9 ans. Une fièvre banale qui s'était transformée en quelque chose de plus grand, comme si la mort avait décidé que cet homme en savait trop. Il laissa derrière lui une maison aux murs fatigués, une Bible cornée, des bocaux de plantes séchées, et une fille aux yeux trop grands pour son âge, des yeux qui regardaient le monde comme s'il cherchait ce qui se cachait derrière. Sa mère, Yetunde, pleura 3 jours. Le 4e, elle se leva avant l'aube, alluma son réchaud, et recommença à vivre. Il n'y avait pas le choix. Il n'y a jamais le choix, quand on est pauvre et qu'on a un enfant qui vous regarde. Chika Adeyemi habitait à 4 maisons de là. Sa mère, Ramata, cousait. De l'aube à la nuit, les doigts sur le tissu, les yeux plissés sur les motifs. Elle cousait des robes de mariée pour des femmes qui se marieraient dans des quartiers où elles n'entreraient jamais. Elle cousait des uniformes d'école pour des enfants qui iraient dans des classes où sa propre fille n'avait pas de place. Elle cousait en silence, avec cette dignité particulière des femmes qui ont choisi de ne pas se plaindre. Pas parce qu'elles n'ont pas mal, mais parce que les larmes prennent du temps et que le temps, à Zongo Bateau, était une monnaie rare. Chika était l'enfant de cette silhouette courbée sur le tissu. Elle avait hérité des doigts agiles de sa mère, mais pas de sa résignation. Dès l'enfance, elle serrait les poings quand la vie frappait trop fort. Elle serrait les poings et elle promettait. Un jour je sortirai d'ici. Un jour ma mère n'aura plus à coudre jusqu'à perdre la vue. Un jour. Ce un jour était le moteur de tout ce qu'elle faisait. Et parfois, quand le soir tombait sur Zongo Bateau et que les lumières des grands immeubles du plateau scintillaient au loin comme des étoiles inaccessibles, ce un jour ressemblait à une prière. D'autres fois, il ressemblait à un couteau. Les 2 filles se trouvèrent un soir de saison des pluies, par hasard ou par destin. À Zongo Bateau, la frontière entre les 2 était mince. Adaès avait 12 ans. Elle revenait du dispensaire où elle aidait bénévolement le vieux docteur Favi à classer ses fiches. La pluie s'était mise à tomber sans prévenir. Cette pluie de Cotonou qui ne demande pas la permission, et elle s'était réfugiée sous l'auvent d'une boutique fermée. Chika était déjà là. Recroquevillée dans l'angle, les bras serrés autour d'elle, les yeux fixés sur la rue qui se transformait en rivière. Elles ne se parlèrent pas tout de suite. Elles regardèrent la pluie ensemble, en silence, comme on regarde quelque chose de beau et de dangereux. Puis Adaès remarqua le genou de Chika. Du sang séché mélangé à la boue. C'est rien. La voix de Chika était dure. Une voix qui avait appris très tôt à ne pas demander d'aide. Rien, c'est quand même du sang. Adaès sortit de sa poche un petit bout de tissu propre. Elle en avait toujours, habitude prise chez le docteur Favi, et tendit la main vers le genou de l'autre fille. Chika la regarda une seconde. Ce regard long, méfiant, de ceux qui ont été déçus trop souvent. Puis elle laissa faire. Ce geste minuscule,
Ce bout de tissu propre sur un genou blessé, sous la pluie de Cotonou, fut le début de tout. Elles grandirèrent comme deux arbres plantés trop près l'un de l'autre, dont les racines finissent par ne plus se distinguer. Même marché du matin, même école quand l'argent le permettait, même rêve murmuré dans l'obscurité des nuits sans électricité. Mais elles étaient opposées en tout. Adaèse portait la paix de son père en elle. Elle priait comme elle respirait, naturellement, sans effort, comme si Dieu était simplement la pièce d'à côté. Elle voulait soigner les gens. Pas pour la gloire, pas pour l'argent. Parce qu'elle avait vu son père le faire et que ça lui avait semblé la chose la plus juste au monde. Chika, elle, portait quelque chose de plus tranchant. Une ambition qui ressemblait parfois à de la rage. Elle était brillante. Les professeurs le disaient tous, avec cette admiration teintée de regret réservée aux élèves pauvres qui n'auront jamais les moyens de leur talent. Elle voulait partir. Revenir avec assez d'argent pour que sa mère pose enfin ses aiguilles. Un soir, quand elles avaient 16 ans, Chika dit à Adaèse quelque chose que celle-ci n'oublia jamais. « Je ferai tout ce qu'il faut. Tu m'entends ? Tout. » Adaèse la regarda dans les yeux. Astérisque tout, c'est un mot dangereux, Chika. Peut-être. Mais la misère, c'est plus dangereux encore. Les années passèrent avec cette brutalité tranquille que connaissent tous ceux qui grandissent pauvres. Les jours lents, les années rapides, et la vie qui avance sans vous demander si vous êtes prêt. Diplôme obtenu de nuit, entre deux gardes au dispensaire du quartier, avec des manuels empruntés et jamais rendus. Elle soignait les corps avec ses mains et les âmes avec sa présence, cette présence particulière que certaines personnes ont. Ce calme qui vous fait croire que tout va s'arranger même quand les preuves disent le contraire. Chika décrocha un poste de comptable dans une société d'import-export du plateau. Elle portait ses tailleurs soigneusement repassés, ses chaussures cirées malgré la poussière de la route, et ce regard affûté qui ne perdait jamais rien de vue. Elle remontait les rues chaque soir vers Zongo Bateau, passait devant les 4x4 garés devant les restaurants climatisés, et serrait les poings dans ses poches. Pas encore, se disait-elle. Mais bientôt. Elle ne savait pas que quelqu'un l'avait déjà entendu. Ce fut un mardi de novembre que Chika parla de lui pour la première fois. Elle arriva chez Adaèse le soir, différente. Quelque chose dans sa façon de marcher, dans la lumière de ses yeux. Comme une femme qui vient de voir quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps sans savoir qu'elle le cherchait. Il s'appelle Nathanaël Obian, dit-elle. Astérisque, il est gabonais. Il a des bateaux sur l'Atlantique. Et il m'a regardé comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Et toi, comment tu l'as regardé ? Chikari, ce rire rare, enfantin, qui lui donnait encore 12 ans. Comme si j'allais enfin pouvoir poser mes valises. Cette nuit-là, après le départ de Chika, Adaèse resta longtemps sur le pas de sa porte. Elle regardait le lagon au loin, cette eau sombre qui dormait sous la lune. Quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer lui serrait doucement la gorge. Comme un avertissement. Comme une main froide posée sur l'épaule dans le noir. Il y a des rencontres qui ressemblent à des cadeaux. Et à l'intérieur, quelque chose que vous n'aviez pas commandé. Quelque chose qui n'aurait jamais dû franchir le seuil de votre maison. Nathanaël Obian était cette sorte de cadeau. Il était apparu dans la vie de Chika un mardi matin, lors d'un audit trimestriel que sa société menait pour un nouveau client gabonais. Chika avait préparé ses dossiers la veille jusqu'à minuit, comme toujours. Elle ne faisait jamais rien à moitié, c'était sa façon à elle de lutter contre le destin. Elle était arrivée la première dans la salle de réunion, avait disposé ses documents avec ce soin méticuleux des gens qui savent que dans ce monde, les pauvres n'ont pas le droit à l'à peu près. Nathanaël entra à 9 heures précises. La cinquantaine portait avec cette élégance tranquille que certains hommes semblent avoir reçue. Un costume anthracite sans une fausse plie. Une montre sobre au poignet, pas criarde, pas ostentatoire, juste assez présente pour signifier que le temps de cet homme avait de la valeur. Il salua chaque personne dans la pièce d'une poignée de main et d'un regard. Un vrai regard, pas ce regard glissant des hommes pressés qui regardent sans voir. Quand il arriva à Chika, il s'arrêta une fraction de seconde de plus. « Vous êtes responsable des comptes d'exploitation ?» Adjointe au responsable, dit Chika. Sa voix ne trembla pas. Elle avait appris ça très tôt, ne jamais laisser voir que quelqu'un vous impressionne. Adjointe aujourd'hui, dit-il simplement. Les chiffres que vous avez préparés sont plus précis que ceux de votre responsable. Il dit ça comme un fait, pas comme un compliment. Et passa à autre chose. Chika ne dit rien. Mais quelque chose bougea en elle. Ce quelque chose qu'elle maintenait comprimé depuis des années, cette certitude d'avoir été mise au mauvais endroit par un mauvais tirage au sort. Cet homme venait de voir ce que beaucoup n'avaient pas voulu voir. Elle rentra ce soir-là à Zongo Bateau différente. Pas encore transformée, juste légèrement déplacée, comme une image dont le cadre aurait bougé d'1 centimètre. Les semaines suivantes arrivèrent comme une marée douce.
Nathanaël la fit convoquer 2 fois pour des questions sur les dossiers. Ces questions auraient pu s'envoyer par mail. Il choisit de les poser en face à face, dans un bureau que son assistante avait réservé dans un hôtel du plateau, climatisé, silencieux, avec du café servi dans de vraies tasses. Pour Chika qui prenait son café dans un gobelet en plastique depuis 10 ans, le détail n'était pas anodin. Puis vint la proposition. J'ai besoin d'une comptable pour superviser mes opérations ouest-africaines. Quelqu'un de rigoureux, de discret et d'ambitieux. Une pause. Je pense que vous avez ces 3 qualités. Chika le regarda. Vous ne me connaissez pas. Je connais les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas sur les gens qui les ont préparés. Le salaire qu'il annonça ensuite lui coupa le souffle. 3 fois ce qu'elle gagnait. Avec un logement de fonction et des déplacements entre Cotonou et Libreville selon les besoins. Elle rentra à pied ce soir-là, malgré la chaleur, malgré la distance. Elle avait besoin de sentir le sol sous ses pieds. De vérifier que tout cela était réel. Chez Adaez, la nouvelle tomba comme une pierre dans une eau calme. Les 2 amies étaient assises sur la natte de la petite cour intérieure, comme elles l'avaient toujours fait depuis l'enfance. La lune était pleine ce soir-là, généreuse, jetant une lumière laiteuse sur les toits de zinc et les manguiers endormis. La rencontre, les réunions, la proposition, le salaire. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'Adaez ne lui avait pas vue depuis très longtemps. Adaez l'écouta sans l'interrompre. C'était une de ses qualités. Elle savait écouter jusqu'au bout, jusqu'au mot que l'autre n'avait pas encore dit. Quand Chika se tut, le silence dura quelques secondes. « Tu l'as rencontré combien de fois ?» demanda Adaez. 3 fois. Mais Adaez, ce n'est pas. Et tu sais quelque chose de lui? Sa famille, ses enfants, comment il vit? Tu cherches toujours des ombres dans la lumière. Non point Adaez regardait le lagon au loin, c'est au sombre qu'on devinait plus qu'on ne la voyait. Je regarde juste la lumière de près. Parce que parfois, ce qui brille fort brûle vite. Chika lui prit la main. Je ne te demande pas ta bénédiction. Je te demande d'être heureuse pour moi. Adaez tourna la tête vers son amie. Ce visage qu'elle connaissait depuis l'enfance, ce visage qui avait porté tant de serments, tant de nuits sans repas, tant de poings serrés en silence. Elle sourit, un sourire vrai, mais incomplet. Je suis heureuse pour toi. Et j'ai peur. Pour toi. Les 2 en même temps, Mama Biova entendit parler de Nathanaël Obian 3 semaines plus tard. C'était la marraine spirituelle d'Adaez, une vieille femme aux cheveux blancs tressés en petites nattes serrées, aux yeux de quelqu'un qui a vu des choses que la plupart des gens préfèrent ne pas voir. Elle avait connu le père d'Adaez, d'Ossis Insou. Elle connaissait les plantes et les prières, les légendes du lagon et les noms des entités qui vivaient sous ses eaux depuis avant la mémoire des hommes. Adaez lui rendit visite un dimanche matin, dans sa petite maison qui sentait le soumbala et l'encens. Elle raconta ce qu'elle savait de cet homme. L'élégance. La proposition. La façon dont Chika parlait de lui avec cette lumière nouvelle dans les yeux. Mama Biova l'écouta en triant des feuilles de Nîmes, les doigts experts, le regard loin. Cet homme, tu l'as vu en vrai? Une fois. Brièvement, quand Chika me l'a présenté au marché de Saint-Michel. Et sa main, quand il t'a salué. Elle était comment? Mais c'était peut-être la climatisation du. Non. Mama Biova secoua la tête lentement. Ce n'était pas la climatisation. Elle posa ses feuilles. Croisa les mains sur ses genoux. Regarda Adaez avec ce regard qui ne cherchait pas à rassurer. Le lagon a toujours eu ses gardiens, dit-elle. Des êtres anciens qui habitent les eaux profondes. Le Jangu. Tu connais ce nom? Adaez hocha la tête. Son père lui avait parlé de ces légendes. Ce ne sont pas que des légendes. Et la voix de Mama Biova était calme, précise, comme quelqu'un qui récite des faits. Quand ils veulent quelque chose du monde des hommes, ils prennent un visage. Un beau visage, toujours. Ils choisissent les femmes ambitieuses parce que leur désir est une porte. Et à travers elles, ils cherchent autre chose, des âmes plus pures, plus lumineuses. Des âmes comme la tienne. Le silence tomba sur la pièce comme un tissu épais. Mama, dit Adaez doucement, je ne veux pas croire que... Je ne te demande pas de croire. Mama Biova se leva, alla vers la fenêtre. Dehors, le matin de Cotonou bruissait de 1000 sons familiers. Les klaxons des émigrants, les cris des vendeurs, l'appel à la prière qui s'élevait quelque part au nord. Je te demande de regarder. Vraiment regarder. Un homme qui ne mange pas en public. Un homme dont les yeux ne s'animent jamais vraiment, même quand sa bouche sourit. Un homme qui vient de nulle part avec de l'argent qui vient de partout. Elle se retourna. Ces signes-là, ma fille, ton père t'a appris à les lire. Adaez alerta Chika le soir même. La conversation fut difficile.
Chika écouta d'abord avec patience, puis avec agacement, puis avec cette dureté particulière que prennent les gens quand on touche à quelque chose qu'ils ne veulent pas examiner. Tu me parles de légendes, dit-elle. De Jangu, d'eau profonde. À Daez, nous avons 30 ans. Nous ne sommes plus des enfants qui écoutent les histoires des anciens autour du feu. Ces histoires ont survécu 1000 ans parce qu'elles sont vraies. Ou parce que les gens pauvres ont besoin d'expliquer pourquoi les riches réussissent et pas eux. La voix de Chika était tranchante maintenant. Tout homme riche devient suspect. Tout cadeau devient un piège. C'est comme ça qu'on reste à Zongo Bateau toute sa vie, à Daez. C'est comme ça qu'on meurt pauvre. Daez ne répondit pas. Elle connaissait cette douleur qui parlait à travers les mots de Chika. Elle ne se battait pas contre son amie. Elle se battait contre 20 ans de misère accumulée qui avaient rendu Chika imperméable à certaines vérités. Elle rentra seule. La nuit était tombée sur Cotonou, épaisse, humide, chargée de l'odeur de pluie à venir. Le mariage fut annoncé 4 semaines plus tard. Daez apprit la nouvelle par un message de Chika, le soir. 2 lignes seulement. Il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Je t'en parlerai demain. Elle resta longtemps assise dans le noir avec ce message sous les yeux. Puis elle se leva, sortit sur le pas de sa porte, et regarda en direction du lagon. La lune était pleine cette nuit-là. Elle projetait une longue traîne de lumière sur l'eau sombre. Une lumière belle, presque hypnotique. Et Daez remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué en 20 ans de vie à Zongo Bateau. Le lagon ne reflétait pas la lune. L'eau était noire. Parfaitement noire. Comme si quelque chose en dessous absorbait toute la lumière sans en laisser revenir une seule parcelle. Elle sentit ses mains se glacer. « Prions », murmura-t-elle dans le noir. « Prions très fort. » Mais au fond d'elle, une certitude s'installait, froide, lourde, absolue. Chika venait de dire oui à quelque chose qui n'attendait qu'une chose. Qu'elle prononce un autre nom. Le sien. La suite au prochain épisode.